Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez pas encore? Je pense que ça va arriver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? N'hésitez pas à vous munir de vos casques audio pour m'entendre à merveille, parce qu'il y a un peu de délai, il y a du bruit un peu partout. Je vois des pouces en l'air. On m'entend bien? C'est OK, j'attends quelques instants. Et normalement, vous êtes en capacité de régler le volume sur vos casques. J'attends quelques secondes que vous vous mettiez à l'aise pour commencer. Je suis très content d'être là. Ça, c'est mon premier point. Je m'appelle Simon Drouard, j'ai travaillé pendant 8 ans chez Make Sense en lien avec la présentation juste avant. Une entreprise qui essaie de faire en sorte que chacun et chacune s'engage pour que le monde de demain soit un peu meilleur que le monde d'aujourd'hui. On va passer une demi-heure ensemble, j'ai un timer qui est là, on va passer une demi-heure ensemble à parler carrière à impact et alignement des besoins des candidats et des besoins des entreprises. On est dans un monde du travail en pleine mutation, on va en parler après avec les invités qui vont me rejoindre dans un instant. Le but du jeu, ça sera d'essayer de décoder l'orientation de ce monde de travail qui est en plein changement de logiciel, changement de paradigme, essayer de comprendre comment les besoins des candidats peuvent être alignés avec les besoins des entreprises et comment le monde académique s'empare de ce sujet. Pour ce faire, j'ai une bonne première nouvelle, c'est que je ne serai pas seul et j'ai le plaisir d'avoir 3 intervenantes que je vais inviter à me rejoindre tout de suite sur scène, que vous pouvez applaudir chaleureusement. Manuel, Julie, Christophe, je vais vous présenter dans un instant. Merci à vous 3 d'être là. J'attends la fin de la musique. Merci à vous 3 d'être là, c'est un plaisir, je vous vois, hop, on est bon. Je vous présente très rapidement, après je vous laisserai l'occasion de vous représenter un peu plus amplement avant de répondre à la première question. Je suis avec Manuelle Malo qui est au milieu, fondatrice et directrice de New Gen Talent Center, centre d'expertise de l'EDEC sur les aspirations, comportements et compétences des nouvelles générations. Fondé en 2013, son objectif est notamment de décrypter les aspirations de carrière pour attirer, fidéliser et engager les nouvelles générations dans des carrières à impact. Merci beaucoup Manuel d'être là. Je suis aussi avec Julie de Monipajol, juste à ma droite, responsable impact chez Ecovadis, une entreprise à mission française qui a 20 ans d'existence. Ecovadis est une plateforme mondiale d'évaluation RSE qui note les entreprises sur leur performance environnementale. Merci beaucoup Julie d'être là. Et enfin, tout au bout, avec Christophe Drozo, qui est membre du conseil de surveillance et formateur à l'ICGS, Institut de formation en comptabilité et gestion soutenable, en lien avec le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Fondé en 2023, l'Institut forme de manière pragmatique et rigoureuse les professionnels aux méthodes issues des comptabilités environnementales et sociales pour structurer les conditions d'une prospérité soutenable. Je vais leur laisser un peu plus de temps pour se présenter juste après. Tout le monde m'entend bien toujours? Ok. Je vois des têtes qui s'avitent. Ah oui, sauf vous? Ça va. Ça va, ok. Quelques questions à main levée, 3 petites questions très rapides à main levée, juste pour savoir un peu à qui on a affaire et pour potentiellement ajuster ce qu'on va se raconter pendant la prochaine demi-heure. Ma première était la suivante, à main levée, qui se sent assez outillé pour entamer ses prochaines aventures professionnelles à impact. Vous pouvez lever la main si vous vous sentez assez outillé pour entamer vos prochaines aventures professionnelles à impact. Ok, quelques mains levées, on est sur 5, 6, 7. Deuxième question, qui se sent assez autonome pour répondre à ses besoins en formation dans son secteur afin de mettre l'impact au cœur de ses activités? Qui se sent en autonomie pour mettre l'impact au cœur de ses activités? Vous pouvez tout simplement lever la main si vous vous reconnaissez dans cette phrase-là. Ok, très très peu. Et c'est une très bonne nouvelle que vous soyez ici. On va justement parler de tous ces sujets. Troisième question très rapide et je vais vous demander d'être honnête avec moi, qui déjà passe un excellent moment en notre compagnie. Ok, ça c'est intéressant. Juste avant de commencer, première question, avant de rentrer dans le vif du sujet. Première question, qu'est-ce que vous mettez, et je vais vous demander de vous introduire, de vous présenter un petit peu plus amplement, comme ça on sait d'où vous parlez, mais qu'est-ce que vous mettez derrière le mot carrière impact, mettre du sens dans son job, comment vous définissez ces notions, juste après avoir dit quelques mots sur vos parcours, avant de rentrer dans le vif du sujet. Qui veut commencer? Ah oui, vous avez les micros qui sont devant vous. Julie? Allez. Donc bonjour à tous, Julie de Monipajol. Donc comme Simon l'a dit, je suis responsable de l'impact chez Ecovadis. Ecovadis, on est donc une agence de notation RSE ou en développement durable. On fournit donc des évaluations dans le cadre des chaînes d'approvisionnement mondiales. On a évalué à ce jour quasiment 180 000 entreprises de par le monde. Et donc voilà, moi ça fait 10 ans que je travaille dans l'impact. Et l'impact, une carrière à impact pour moi, ça a toujours été
le fait de mettre toutes mes compétences et tout mon temps, ce qui est le plus précieux pour moi, à destination de projets porteurs de sens qui répondent à des enjeux sociétaux ou environnementaux. Les causes ont changé au fur et à mesure des années, mais voilà, vraiment mettre mes compétences et mon temps à destination de ces projets. Merci Julie, merci pour ta définition. Manuel, vous avez un micro chacun si vous le souhaitez, pour plus de On va le partager. partager. Ça me va très bien. Donc Manuel Malo, moi je dirige le centre d'expertise de l'EDEC sur l'évolution du rapport au travail des jeunes, les aspirations professionnelles, les compétences, les comportements. J'ai créé ce centre il y a 13 ans et notre mission principale c'est de produire de la donnée. En 13 ans on a interrogé plus de 150 000 jeunes, on a plus d'1 million de data, aussi bien des jeunes universitaires, écoles de management, écoles d'ingénieurs. Et très rapidement sur ta question, l'impact pour moi, ou les carrières à impact, elles sont très diverses. Et je l'illustrerai dans la question suivante. Dans un instant. Merci Manuel, merci d'être là. Et enfin Christophe. Bonjour à toutes et tous, donc, je m'appelle Christophe Drozo, je suis au conseil de surveillance de l'Institut de formation en comptabilité et gestion soutenable. Mais en plus de ça, je suis consultant en durabilité et formateur en durabilité, en formation professionnelle pour certains instituts, mais aussi en formation universitaire ou en école de commerce. Et au cours de ma carrière, qui est beaucoup plus ancienne, en fait, j'ai travaillé plutôt dans la finance, autour des problématiques de gestion des risques, de contrôle des risques, des réglementations au fur et à mesure que les catastrophes financières arrivaient. Et pour moi, l'impact, justement, en début de carrière, j'essayais de l'avoir dans mon job, dans mes équipes, sur ma manière de gérer et d'intégrer les différentes personnes dans l'équipe en termes de responsabilité, de montée en compétences. Et depuis, j'ai changé un petit peu de mon fusil d'épaule, mais avec des formations complémentaires et des retours d'expérience, en fait, j'essaye de diffuser maintenant, de transmettre cet impact. Merci Christophe, merci beaucoup d'être là. Avant de poser la première question, la vraie première question, je tiens à préciser qu'il y aura un temps très court de questions pour vos questions brûlantes à la fin de cette session de 2-3 minutes, donc n'hésitez pas à les conserver pour dans une vingtaine de minutes. Ma première question, Manuel, tu as parlé de data, vous récoltez beaucoup de data et vous analysez beaucoup de data avec le centre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment a évolué, comment évolue la vision du travail pour les jeunes générations, de quoi ont-ils besoin, quelles sont leurs aspirations nouvelles, leurs logiciels de pensée nouveaux? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il y a quelque chose qui les rassemble dans ces aspirations, et c'est souvent contre-intuitif. C'est une vision positive qu'ils ont de l'entreprise, positive mais pas naïve. Ils rendent l'entreprise redevable des enjeux du monde, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, sociétaux, des enjeux d'éthique de la gouvernance. Ça, c'est ce qui les rassemble. Dans leurs aspirations professionnelles, la première, ça reste de développer leurs compétences. Et là aussi, il y a un lien avec le sujet d'aujourd'hui, et de toujours se développer sur le plan aussi bien professionnel que personnel. La deuxième aspiration, et on l'a vu arriver bien avant le Covid, en 2018, sur le podium, c'est de contribuer utilement à la société. Et la troisième aspiration aujourd'hui, elle est revenue sur le podium parce qu'elle avait été, elle aussi, détrônée, c'est de pouvoir en vivre et d'avoir un salaire décent tout en contribuant utilement à la société. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque part, le sens avait détrôné le salaire. Et aujourd'hui, les jeunes générations se rendent compte qu'on peut avoir sens et salaire et que ce n'est pas incompatible. Voilà pour la première partie de ma réponse. Et tu me disais, quand on a préparé cet entretien, que ça évolue, ça stagne, ça évolue dans le bon sens, mais qu'il y a plutôt une stagnation en ce moment vis-à-vis de ces aspirations avec l'effet Trump, etc. Oui, ce trio compétences, contributions utiles et salaire est aujourd'hui assez stable. Okay. Ce qu'il faut noter, c'est quand même une diversité des aspirations professionnelles et une diversité des ambitions, de la façon d'avoir de l'impact. Tous ne veulent pas avoir de l'impact de la même façon.
En gros, on avait ceux qui voulaient progresser dans l'entreprise, plutôt dans une grosse entreprise, avoir plus de responsabilités, de pouvoir, de niveau hiérarchique. Ils étaient très majoritaires dans les diplômés de l'enseignement supérieur. Ils sont aujourd'hui à peu près un tiers. Ils sont passés de 80% à un gros 30%, 30-40%. Ils ont été détrônés par les entrepreneurs ou intrapreneurs, ceux qui veulent vraiment mener leur carrière en autonomie, en gestion de projet de A à Z, et par une troisième catégorie qu'on a appelée les engagés, mais qui nous disent, moi, mon ambition professionnelle, c'est le sens de l'intérêt général, c'est les valeurs et la culture de l'entreprise. Et donc, on peut avoir de l'impact en étant entrepreneur, en étant intrapreneur, en étant engagé et en étant classiquement plus compétiteur. Et il me semble que tu me disais aussi qu'on peut aussi trouver de l'impact dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur à esquiver qui ne fait pas partie du secteur à impact et on peut s'épanouir dans une carrière qui fait sens pour soi dans une variété de secteurs. Est-ce que c'est... Oui, complètement. On est toujours un peu étonné. Aujourd'hui, ils nous disent on ne trouve pas de l'impact que dans l'économie sociale et solidaire. On peut trouver de l'impact dans absolument tous les secteurs d'activité, voire même toutes les fonctions. Et ils vont choisir une fonction strictement à impact dans un univers concurrentiel ou une fonction classique dans un univers plutôt de l'économie sociale et solidaire, où ils vont essayer de joindre les deux, mais les grands secteurs concurrentiels historiques des grandes écoles, que sont la banque, l'assurance, l'industrie, l'agroalimentaire, sont aujourd'hui aussi ciblés, voire même encore plus, parce qu'il y a peut-être encore plus à faire, que des secteurs que l'on assimilerait plus à des secteurs à impact. L'impact est disponible partout, c'est une très bonne nouvelle. Julie, à ce sujet, dans le tien, dans l'écosystème des achats et de la chaîne d'approvisionnement au sens large, quel changement de logiciel tu observes et quels sont d'après toi les acteurs qui sont à l'initiative justement de ces changements de vision, de paradigme? Oui, je suis bien d'accord avec Manuel sur le fait que effectivement l'impact il est dans toutes les industries et moi je dirais aussi dans tous les métiers. On voit maintenant l'impact s'infuse partout, que ce soit donc évidemment la RSE, mais ça va au-delà, les achats, la finance, le marketing, le commercial, la conception. Et en fait, c'est ça qui est passionnant parce que du coup, ça donne vraiment des possibilités à chacun de s'investir selon son domaine de compétences. Et puis, c'est une bonne nouvelle parce que des responsables RSE, finalement, il n'y en a que 1 ou 2 par boîte. Voilà, et donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et je tiens à dire aussi que malgré le backlash écologique qu'on voit, il y a quand même une vraie tendance de fond avec cette infusion de l'impact vraiment dans tous les métiers qui est vraiment une réalité. Merci Julie. Même question pour toi Christophe. Qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, l'univers de la comptabilité et comment c'est en train d'évoluer vers une autre façon d'entreprendre dans ces activités? Alors le principal changement de logiciel, il date déjà du pacte vert européen et effectivement des nouvelles réglementations, même si elles ont été récemment amoindries. Ça a permis aux entreprises de s'engager, de commencer à réfléchir sur leurs enjeux, leurs impacts, leurs dépendances et leur place finalement dans un écosystème plus social et plus global. Et à partir de là, de créer des vocations, des demandes qui n'étaient pas encore... on ne répondait pas encore complètement à ces attentes dans les différents parcours de formation. C'est pour ça que dans cet écosystème, on a créé l'Institut de formation en comptabilité et gestion soutenable avec le CERCES. L'acte de naissance de cet institut, qui est une coopérative, fait qu'il a une place un peu singulière puisqu'il porte aussi le plaidoyer du CERCES, donc du Cercle des comptables environnementaux et sociaux, pour faire évoluer cette comptabilité. Et pour essayer d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion des entreprises. Et l'Institut de formation va permettre cette formation d'intégration et de réflexion sur quelle place donner à ces enjeux, quelle place je prends dans mon entreprise et comment je peux emporter avec moi l'intégralité de ces enjeux dans cette gestion quotidienne. Et Christophe et Julie, je me permets aussi, Manuel, de poser une question avec un petit dézoom. Là, on a parlé d'exemples spécifiques dans ces deux écosystèmes-là. À quoi ressemblent, quelles sont les compétences dont on a besoin pour le monde de demain et c'est quoi les 4-5 attitudes, compétences clés que devrait
sur lequel devraient s'engager les futurs diplômés, les jeunes diplômés pour s'intégrer efficacement dans le monde du travail? À quoi il ressemble? Alors, ce que nous disent les jeunes, je vous l'ai dit, c'était qu'ils rendent les entreprises redevables des enjeux du monde. Et même s'ils en ont une vision positive, ils disent qu'il faut que l'entreprise se transforme. Nous, on veut bien être le fer de lance de cette transformation. Donc pour répondre à votre question, je dirais que ce sont des compétences qui vont leur permettre de transformer. Alors, au-delà des compétences métiers dont on sait qu'elles durent quelques mois, peut-être quelques années, mais guère plus, on a aujourd'hui, on insiste nous beaucoup, et c'est ce que nous disent les entreprises, sur évidemment les compétences RSE et les compétences ESG et les compétences digitales ou IA, mais le plus important, et c'est vraiment ce que répètent sans cesse les entreprises, ce sont ces fameuses soft skills. Alors je déteste ce mot, mais c'est des power skills. En fait, c'est des compétences qui vont vous rendre puissant, qui vont vous rendre puissant pour transformer l'entreprise. Pour transformer l'entreprise, il faut déjà interroger le statu quo. Interroger le statu quo, c'est faire preuve d'esprit critique. Au-dessous, sur cet esprit critique, nous, on le décline en 3 compétences à l'EDEC. On va le décliner en faisant preuve d'imagination. On va le décliner en ayant du courage. D'ailleurs, le courage, c'est un peu sur les 3 types de compétences dont je vais parler, mais cet esprit critique, c'est pas ce qu'on lit systématiquement dans toutes les revues. C'est vraiment à mettre en œuvre, à mesurer dans les différentes expériences qu'ils vont vivre dans l'enseignement supérieur et ensuite dans l'entreprise. Ensuite, pour mettre en œuvre, une fois qu'on a interrogé le statu quo, qu'on a identifié les zones où il fallait se transformer, il y a une deuxième compétence, où là aussi il faut faire preuve de courage, c'est le sens de l'action, c'est le sens du résultat. C'est « allez, on y va maintenant ». Et souvent on l'oublie, ce sens de l'action. Tout ne doit pas rester sur le concept, il faut y aller. Le sens de l'action, et évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul, il faut entraîner l'entreprise. Il faut entraîner les collaborateurs, il faut entraîner les clients, il faut entraîner les fournisseurs. Toutes les parties prenantes doivent vous suivre. Et donc la collaboration, c'est la 3e compétence clé que je mettrai en avant. Alors nous, on les décline chacune en 3 sous-compétences, mais ça prendrait un peu plus de temps. C'était déjà très clair. Merci Manuel. Julie, Christophe, la même question pour vous deux. Manuel utilisait à l'instant le terme transformer les entreprises. En quoi les métiers que vous représentez, les écosystèmes que vous représentez, sont clés pour apporter de la durabilité et de la soutenabilité dans les entreprises? Pourquoi les achats et la comptabilité, c'est des espaces absolument nécessaires pour apporter de la durabilité dans les entreprises? Oui, donc je peux peut-être répondre déjà sur les achats. Donc effectivement, ce que je disais, c'est que nous, on fournit des évaluations donc, dans le cadre des chaînes d'approvisionnement. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des grandes directions achats qui maintenant sont bien conscientes que leurs impacts, elles se trouvent dans les chaînes d'approvisionnement. On dit que c'est 80-90% des impacts, qui soient environnementaux ou sociaux, qui se trouvent dans les chaînes d'approvisionnement. Si vous si vous connaissez bien le carbone, maintenant on parle du scope 3, donc c'est vraiment toutes les émissions qui font partie des chaînes d'appro. Donc des forts impacts, mais aussi des gros enjeux business pour les entreprises, parce que c'est là que donc, se concentrent les risques. Et aussi, on parle maintenant beaucoup de résilience, donc c'est la capacité de toutes ces entreprises des chaînes d'approvisionnement à faire face aux enjeux climatiques, à faire face aux enjeux politiques. Et donc, il y a vraiment un besoin de pérenniser ces chaînes. Et donc, nous, on travaille au quotidien avec des acheteurs et leurs fournisseurs qui collaborent, comme tu disais, ensemble pour plus de durabilité. Et donc les compétences, je ne vais pas répéter parce que j'avais vraiment la même réponse sur les soft skills et la collaboration, la conduite du changement, la communication, la capacité à aussi penser l'avenir, à formuler des visions. Mais donc là où je peux compléter, c'est qu'au-delà de ces soft skills, on a aussi vraiment besoin maintenant de hard skills, donc des compétences très techniques, qu'elles soient en bilan carbone, en ACV, sujet de droits humains, éthique, réglementation qui évolue constamment, et puis négociation quand on est dans le cadre de la relation commerciale. Voilà, soft skills, mais aussi des hard skills. Un mix équilibré des deux. Merci Julie. Même question Christophe, en quoi la comptabilité
est au centre de ces sujets pour apporter du sens dans les entreprises? Je vais rebondir sur les deux réponses que vous avez formulées. Effectivement, la formation qu'on pousse sur la durabilité permet de répondre à une double problématique. La première, c'est l'intégration pleine et entière de la soutenabilité au sein de l'entreprise, donc ne pas rester l'extra-financier d'un côté, le financier comptable de l'autre, mais faire communiquer effectivement ces enjeux à travers de la coopération, de la communication, mais beaucoup de négociations effectivement, entre voilà, cette approche financière d'une part et cette approche sociale et environnementale. Donc on parlait de bilan carbone, on parle d'ACV, on parle de produits, on parle de production. Comment on peut connecter ces différents enjeux pour avoir une approche intégrée au sein de l'entreprise d'une part, et d'autre part connecter les principes et les besoins de la soutenabilité aux enjeux réglementaires et scientifiques. En fait, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de soutenabilité réelle sans ancrage scientifique. Si je prends la problématique de l'eau, par exemple, on ne peut pas juste mesurer des volumes de consommation d'eau. Il faut plutôt regarder ce qu'on fait de l'eau, se référer à la directive cadre de l'eau au niveau de l'Union européenne, par exemple. On va regarder l'état des bassins versants autour de l'entreprise. On va regarder l'agence de l'eau, ce qu'elle attend, ce qu'on peut apporter aussi, pour avoir une dimension vraiment d'intégration de l'entreprise dans son lieu d'opération. Et ça passe effectivement par, au-delà de la sensibilisation, par une vraie formation qui permet d'ouvrir sa vision sur son action en entreprise. Merci Christophe. On a sûrement quelques étudiants ou jeunes diplômés qui nous écoutent actuellement, étudiants et étudiantes évidemment. Donc petite question les concernant, et elle est pour toi Manuel, et après je vous laisserai développer aussi Christophe et Julie en repartageant une question similaire. Mais est-ce que les étudiants, je sais que la réponse est oui, du coup ma question c'est aussi comment, mais est-ce que les étudiants sont de plus en plus autonomes, maîtres et maîtresses de leur parcours professionnel, de leur parcours académique, et comment ils réussissent à mettre du sens, de l'engagement à leur façon au sein de leur formation? Alors, nous, on a à peu près 25% des cours qui sont relatifs à l'ESG et à l'EDEC. Voilà, à l'EDEC. Mais au-delà de ça, ils sont effectivement très revendicatifs même sur cette autonomie. Et cette autonomie, ce n'est pas simplement dans le choix des électifs ou dans le choix des cours, c'est dans le choix de ce qu'on appelle, nous, l'expérience étudiante, et qui relève de l'expérience professionnelle, donc des stages, mais aussi de leur investissement associatif. Ils sont 82%, les étudiants en France, globalement, à avoir un engagement citoyen. Quel que soit leur cursus, ingénieur, encore une fois, universitaire ou école de management. Et quand ils arrivent dans l'enseignement supérieur, ils veulent poursuivre cet engagement citoyen. Donc ils sont très sensibles au fait que leur investissement associatif, qui est une grande part de leur temps aussi, ils puissent le choisir et ils puissent y avoir de l'impact. C'est vrai également, on a développé la possibilité pour tous de choisir leur obligation de période internationale, leur obligation d'investissement à l'international, sur ce qu'on appelle, nous, des Global Impact Projects, en fait, où ils vont aller s'investir sur une association, encore une fois, environnementale, sociétale, sociale et à l'étranger. Et donc, ils sont totalement autonomes dans leur choix de parcours pour pouvoir construire cette compétence qui va les rendre éligibles derrière pour avoir une dimension RSE dans les postes. Et justement, Christophe et Julie, comme l'a dit Manuel, donc je suis Simon, je suis étudiant, je suis autonome dans mon choix de parcours, je suis maître de mon parcours. Qu'est-ce que vous me proposez ou comment je peux, avec quoi je peux interagir comme structure? Quels outils je peux aller chercher pour mettre dans tes métiers Julie, dans les tiens Christophe, plus de sens, plus d'engagement? Très concrètement, à quoi ça ressemble un peu ma relation avec vos activités? Je peux peut-être parler donc de Campus, ce programme qu'on a développé chez EcoVadis dans le cadre donc, de notre philanthropie. Et en fait, il s'agit d'une plateforme de e-learning qu'on a développée à la base pour nos clients, donc pour ces 180 000 entreprises évaluées. On a développé un module de e-learning qui est une plateforme qui a 50 cours sur la durabilité, bilan carbone, achat responsable, droits humains, etc.
Et en fait, on s'est rendu compte que former nos clients, c'était très bien, mais c'était déjà un peu trop tard, qu'il fallait qu'on puisse aller former vraiment les jeunes le plus tôt possible dans leur cursus. Et donc, c'est pour ça que depuis 1 an maintenant, on met à disposition cette plateforme de manière complètement gratuite pour les écoles et les universités. Ça s'appelle donc Campus. C'est vraiment le même outil, mais à disposition des étudiants. Voilà, et donc si vous faites partie d'une école, d'une université, si vous êtes étudiant, si vous êtes professeur, sachez que voilà, vous pouvez bénéficier, avoir accès à cette plateforme. Elle existe donc en une dizaine de langues, 50 cours, certifiés CPD. Et en plus de ça, on propose tout un tas d'autres activités pour vraiment aller au-delà du e-learning, mais vous mettre en contact avec nos experts, partager tous les cas pratiques de nos clients qu'on a répertoriés au-delà pendant ces 20 dernières années. Merci Julie. Je mets quoi sur Internet pour aller la chercher très directement? Campus Ecovadis, et vous pouvez aussi passer à notre stand qui est juste là sur le balcon. Ok, il y a un stand en plus. Merci Julie. Christophe, à peu près la même question. Concrètement, comment je m'engage plus dans mon activité qui est la tienne? Alors, pour plus s'engager, nous, ce qu'on a noté, c'est qu'on a un vrai besoin de se situer. Enfin, les candidats qu'on observe ont besoin de se situer, ont besoin d'avoir une approche décloisonnée en fait, de leur pratique. Et ils ont besoin de comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui n'est pas toujours simple dans une entreprise ou dans la vie en général, de comprendre qu'on se situe dans un écosystème avec des interactions, et il faut vraiment comprendre les interrelations, là où on a de l'impact, là où on a des dépendances, là où on a une empreinte. Donc c'est tout ça qu'on essaye d'apporter. C'est un petit peu par de l'enquête, par des retours de terrain, et essayer de comprendre à quel point on est connecté et comment on doit et comment on peut agir. Merci Christophe. Il nous reste 3 minutes 30, le temps passe très vite à vos côtés. Est-ce qu'il y a une question absolument brûlante que vous avez envie de poser à nos invités, à l'un de nos invités? Sinon, j'en ai. Si on n'a pas, de toute façon, vous êtes dans la zone potentiellement pour discuter si besoin. Si on n'a pas, je voulais conclure avec quelques conseils. Il y a sûrement, ça sera en plus sur YouTube après le salon, mais il y a aussi des personnes qui sont directement concernées par nos sujets aujourd'hui, qui nous regardent. Est-ce que vous avez des conseils à partager très concrets pour je suis un étudiant, je suis un jeune diplômé ou je suis une entreprise et je veux arriver à coïncider, à faire concorder ces besoins entre les besoins des étudiants, les aspirations et les besoins de mon entreprise? Par quoi je commence? Où est-ce que je m'engage? Vous avez dit quelques mots là-dessus, Christophe et Julie, mais si vous avez un complément, n'hésitez pas, et ce sera ma question de conclusion. Ouais, moi je m'en étais noté 2. Donc la première, c'est qu'il faut vraiment acquérir des vraies compétences. La passion ne suffit plus. Maintenant, des jeunes et moins jeunes passionnés de durabilité, on est beaucoup trop nombreux. Enfin, on est très nombreux. Et donc il faut vraiment avoir des compétences techniques, soft skills, hard skills. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est un peu dans la même veine. Et c'est que quand on parle de durabilité auprès des futurs employeurs et dans nos entreprises, bien sûr qu'on le fait pour le bien commun, pour nos valeurs, mais maintenant, il y a aussi des vrais enjeux business qu'on arrive de plus en plus à mesurer et à démontrer. Et si on veut convaincre le plus grand nombre, au-delà de nous, quelques convaincus, il faut vraiment qu'on arrive à parler de ces enjeux business-là. Et donc, je vous invite vraiment à changer vos narratifs pour parler business quand on parle d'impact. C'est comme ça qu'on arrivera à convaincre le plus grand nombre. Merci Julie. Manuel, Christophe, 42 secondes chacun. Alors, n'ayez aucun a priori. Vous pouvez avoir de l'impact, on le disait, dans une grande entreprise classique, dans une entreprise qui est déjà dans l'ESS, et quelle que soit votre fonction. Donc pas d'a priori. Remettez en cause le statu quo, je l'ai dit aussi. Et ayez du courage. Et surtout, ayez confiance, parce qu'en fait, sur le plan démographique, les jeunes générations, mais même, enfin, en tout cas les plus jeunes que moi, hein, il y a aujourd'hui sur le plan démographique, vous êtes en force. Il y a un manque de compétences, quelles qu'elles soient, pour transformer les entreprises, qui est énorme. Et même si la situation économique n'est pas florissante, géopolitique non plus, et qu'il y a un petit peu un retour aujourd'hui sur nos engagements verts, il y a encore une fois
un tapis rouge, je trouve, pour tous ceux qui veulent avoir de l'impact. Donc, positif, go. Merci Manuel. Et Christophe, le mot de conclusion te revient. La chance. Et donc, moi, j'aimerais remettre en lumière l'importance de la science et de la réglementation en fait, dans la vie de l'entreprise, la réglementation pour resituer l'action de l'entreprise dans un cadre social beaucoup plus vaste et l'importance de la science pour reconnecter tout le modèle d'exploitation, le business model de l'entreprise dans les limites planétaires. C'est hyper important aujourd'hui et il ne faut plus dénigrer la science. Et un frein à lever peut-être, c'est qu'on a tous un impact dans nos actions, donc il ne faut pas hésiter à les mettre en lumière. Et je vous laisse les 5 dernières secondes. C'est parfait, j'adore. Merci beaucoup à vous trois. On retrouve vos initiatives en ligne et dans le salon. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très bon salon, à très vite. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup.